Lenovo et Alienware nous l'ont mis à l'envers. Aujourd'hui, on a acheté un PC Acer Predator et on va voir si on a eu tort. Et cette vidéo est sponsorisée par Red Magic qui nous a envoyé leur tout nouveau téléphone, le 10S Pro, parfait pour du gaming. Un téléphone gamer ultra puissant. Déjà, on a le mode jeu, écoutez-moi ça. Oh. On a carrément un petit ventilateur à l'arrière qui tourne jusqu'à 23 000 tours par minute et tout l'arrière est transparent. Sa grosse force, c'est sa puissance et son processeur qui est le Snapdragon 8 Elite Leading version qui monte jusqu'à 4,47 GHz. Et il est 5 degrés moins chaud que sur l'ancienne version grâce au ventilateur actif à l'arrière. Et le processeur est directement refroidi au métal liquide. Évidemment, il n'y a pas une carte graphique à l'intérieur du téléphone, mais dans la puce, on a une partie graphique, le Red Core R3 Pro, qui nous permet de faire tourner absolument tous les jeux et de les afficher sur le magnifique écran. En parlant de l'écran et de la dalle, c'est du AMOLED en 1,5K, 144 Hz et jusqu'à 2000 nits, donc même en plein soleil, vous pouvez jouer à PUBG. Sur le côté, vous avez un bouton dédié qui permet de lancer le mode jeu en un clic et d'utiliser les deux gâchettes qu'on a sur les côtés qui sont à 520 Hz. Et c'est hyper pratique en jeu parce que vous n'avez pas besoin d'ajouter une vieille manette externe sur votre téléphone qui est assez encombrante. On peut vraiment l'utiliser comme si on avait une vraie manette directement dans les mains pour viser et tirer en un clic. En deux clics, viser et tirer. Le gros problème qu'on a sur ce genre d'appareil, c'est la batterie. Et là, on a 7050 mAh, ce qui est juste énorme. On peut la charger en 80 watts en seulement 40 minutes. Ah, ça c'est incroyable. Et encore en plus, on a du RGB, du son en stéréo et des vibrations en KD. Si ça vous intéresse, on vous mettra le lien en description. Merci à Red Magic et on passe à la vidéo. Ciao. Vous l'avez compris, aujourd'hui on redonne une chance à Acer avec leur gamme Predator, mais surtout Orion 7000. Wow. C'est le haut de gamme de chez Acer Predator. Ils nous promettent plein d'améliorations dans ce nouveau PC gamer avec les nouvelles RTX 5000 et en plus, regardez-moi, c'est pas des moindres, il y a de l'HDMI à l'intérieur. Il est bien mis en grand HDMI à Intel. High Definition Multimedia Internet. En 2025, c'est vraiment un gage de qualité, un peu comme avoir un Intel Insight. Ou bien un HEVC Advanced. Tu sais absolument pas ce que ça veut dire, mais c'est génial. On en a rien à faire, déballons-le. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur comme composant, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration ou pas à l'intérieur de ce PC. Et bien sûr, on ira le tester et vérifier s'il vaut son prix ou si c'est de l'arnaque comme les autres. Tu veux dire, on en a rien à faire comme Acer? Rien à faire. Et cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Acer Predator. Évidemment. On a acheté le PC nous-mêmes directement sur Acer Store. Mais ce qui est sponsorisé, c'est ce concours l'INLI avec la boiserie. Actuellement, il est toujours à gagner un PC à 5000 €. Allez-y, on vous mettra le lien en description. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil sur la dernière vidéo. C'est exceptionnel. Et 1 million d'abonnés, comme on l'a dit, on vous fera gagner 50 PC gamers. Donc abonnez-vous, c'est le moment où j'appelle. Un déballage très simple. J'avoue, leur emballage chez Acer, ils sont pas mal. Ouais. T'arrives, t'as direct ton PC, bam. Acer, ils savent y faire. Ah oui, quand même. Ah, il donne pas de câble d'alim, rien. Je sais pas où il est. T'es prêt? Je sais même pas à quoi il ressemble, c'est Jarod qui l'a commandé. 3, 2, 1. Ah, mais c'est le même qu'avant, non? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Ils ont tout changé. T'as complètement tort. Ah oui, non, clairement, ils ont tout changé. Ouh, Il y a des belles choses. je vois un truc qui me plaît. T'as vu à l'intérieur? C'est quoi ça? Attends, la carte graphique, t'as vu comment elle est, la carte graphique? Ah oui. T'as vu la RAM? T'as vu la RAM? Si. Ok. Ah oui, respect. Ça part très bien. Et c'est quoi ça? Ça, c'est un slot pour ajouter un SSD NVMe externe en un clic. Ah ouais, tu mets ton SSD, c'est en type C directement. En redondance. Tout est redondé. Ah, elles sont en redondance. Tout est redondé. Donc à chaud, on peut directement mettre son petit SSD NVMe. Franchement, ça c'est malin déjà. Bon, est-ce qu'on commencerait pas par le début? Déjà, retirons les blisters et découvrons l'avant qui est splendide. On sent qu'il y a un vrai effort de la part d'Acer. On sent qu'il y a un vrai effort de la part d'Acer. On sent qu'il y a un vrai effort de la... Gros, ouais, super, j'ai retiré 3 fois le bazar. Ok, je vais. Bah, c'est peut-être le moment, oui. Ok. On sent qu'il y a un vrai effort de la part d'Acer Predator. Ouais. Parce que déjà, la face avant, elle a une gueule qui est complètement différente. C'est full méché sur le côté. Pas mal. Ça a l'air super bien aéré. Et on voit déjà nos 3 ventilateurs. Attends, il y a un truc bizarre par contre. Il n'y a pas de montant entre les ventilos, regarde. Ah ouais, et en plus il y a un petit cache comme ça à Predator assez sympa, et en fait c'est juste un cache au-dessus du ventilo. Ils ont bien mis le ventilateur derrière, Pas mal. pour avoir un maximum d'airflow évidemment. Là en termes de ventilation et de conception, c'est un sans faute. J'ai jamais vu un PC OEM aussi bien pensé pour le moment. Non mais attends, il y a 3 ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière et 3 ventilateurs au-dessus. On n'a jamais vu ça sur du OEM. Allez, Noël, ils te mettent 2 ventilateurs, c'est déjà trop. Et chez les nouveaux, tu dois payer en supplément. Au-dessus, je vois aussi déjà 4 USB, dont 2. Ok. Au-dessus, je vois déjà 4 USB, dont 2, 3. Au-dessus, je vois déjà. Au-dessus, je vois déjà 4 USB 3, dont 3 en USB 3. Là, je comprends rien. Ok. Au-dessus, je vois déjà 4 USB, dont 3 en. Il n'y a rien dans la boîte, c'est pas possible. Il est où l'USB? Le câble d'alim. Je sais pas, vieux. Ah. Ah bah voilà. Pourquoi ils mettent une boîte aussi grosse? Qui te fournissent au moins un tapis de souris, quoi.
Le câble d'Alim. Ah, il est... c'est long, non? Bienvenue chez Acer Predator avec votre nouveau Orion 5000. Ok. Allez, passons maintenant au sérieux et à l'intérieur du PC où il y a plein de choses intéressantes. Ouh. Déjà, ils ont mis la carte graphique à la verticale directement. C'est ce qu'on retrouve généralement sur des PC, j'ai envie de dire custom, personnalisables. Voilà, on n'a pas ça sur un PC à 1000 € quoi. Et surtout, c'est la première fois que je vois ça sur un PC OEM comme ça d'une marque. Il y a suffisamment d'écart avec la vitre, donc au niveau de l'airflow et des températures, ça devrait être bon. Et le boîtier de toute façon est tellement bien ventilé. Je trouve que c'est une très bonne idée du coup ici d'Acer Predator. Ça passe bien. En fait, pour le fluidaire, ça reste très bon comme tu as dit. Et alors, regardez, on a de la RAM déjà RGB, pas de la RAM verte. Et là, ils ont carrément sorti leur RAM Acer Predator Orion. Mais derrière cette marque Orion, on a Adata qui est un constructeur de mémoire, de SSD, très connu en Chine. Donc franchement, c'est très bon. En fait, ils ont pris de la RAM Adata, ils ont rajouté leur logo dessus, etc. Et un petit dissipateur. Mais ça fait le café. Est-ce que les fréquences sont bonnes? On a 6000 MHz. Vous voyez, sur 16 Go de RAM en DDR5, comme on a deux barrettes, on a 32 Go de RAM. Franchement, c'est une bonne idée et on demande pas mieux. Quand on dit la RAM verte, c'est nul, bah oui, quand tu dépenses plusieurs milliers d'euros dans ton PC, que t'as de la RAM verte, t'as un peu le seum. Nous, on demande pas mieux que ça. Hein. C'est bien. Moi j'aime bien, ça commence très bien. Ça commence très bien. Et la carte graphique, on l'a pas mentionné, mais elle est énorme, avec 3 ventilateurs, quali, bien fixés. Voilà, une vraie carte quoi. Et à savoir que Acer Predator lance leur carte graphique, ils ont en fait sur leur site plein de Intel Arc, des AMD Radeon, etc. Et c'est eux qui font leur propre carte graphique. Bon, les puces viennent de chez Nvidia, Intel et AMD, mais ils font le carénage, le refroidissement, etc. Ils font de Nvidia? Pas en commercialisé, mais pour les PC OEM. Au niveau du water cooling, ils viennent laisser un water cooling Acer Predator avec leur gros logo ici. La pompe est plutôt sexy, on a les petits tubes là-bas. Et un truc qui est sympa, c'est que c'est bien un 360 mm, donc avec 3 ventilateurs. De nouveau, c'est assez rare sur les PC OEM. Et on a de nouveau l'aspect où il n'y a pas de montant entre les ventilateurs. Je sais pas si c'est bien au niveau du refroidissement. Au niveau du SAV, c'est un peu compliqué parce que s'il y a un des ventilateurs qui se casse, bah tu dois tout remplacer. Du coup, c'est un peu plus complexe, mais en vrai, ça passe. Et l'avantage par contre, c'est qu'on a qu'un seul câble du coup pour les 3 ventilos. Incroyable. C'est plus simple pour le câble management. Alors là, ils nous disent bien qu'il y a 15% d'amélioration au niveau du fluidaire par rapport à la version précédente. Moi, je peux y croire franchement quand je vois ça. Ouais. Je trouve que là, il y a une vraie amélioration. Même, on voit qu'il y a des dissipateurs sur les étages d'alimentation. Donc, je pense qu'on pourra même faire de l'overclocking. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'on n'a aucun dissipateur sur le SSD M.2. Surtout qu'en ce moment, quand on est sur des SSD ultra rapides avec des débits super élevés, bah, ça chauffe assez vite. Et là, c'est incompréhensible pour le coup. C'est vrai qu'ils en ont mis partout, sauf là. Chez Lenovo, il fallait payer 15 balles de plus pour l'avoir, mais au moins, on pouvait l'ajouter. Ici, c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas parce que du coup, ça a bridé les performances. Et ici, on est sur un SSD de 2 Tera. Quand même. SKNX, ça a l'air d'être un Gen 4, peut-être un Gen 5, je sais pas. Bah, si c'est un Gen 5, on est mal barre. C'est pas marqué dessus, mais on va aller vérifier. Et au niveau de la carte mère, déjà, ça a l'air d'être un format standard. On a la vraie fiche d'alimentation. Chez Alienware, ils avaient mis un seul câble en 12 volts. Ok, c'est bien, c'est nouveau, c'est peut-être le futur, mais c'est introuvable pour le moment. Là, on est sur des connectiques qui ont l'air standard. Au niveau de la taille, ça a l'air d'une carte mère ATX normale. C'est du 24 pins. C'est du 24 pins, toutes les prises ont l'air normales. Il y a beaucoup de prises RGB. Ça, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça ici à droite, mais bon, pourquoi pas. Et au niveau de l'étiquette, j'arrive à lire Z890. Non. Si c'est vraiment du Z890, c'est vraiment de la qualité. Bravo. Enfin, on a un vrai chipset. C'est la première fois qu'on voit ça, je pense. Tu mets toutes les vidéos de la chaîne. On a testé Acer Predator, Alienware et tout. On n'a jamais eu de chipset. Enfin. De bons chipsets. Une vraie carte mère. Et on continue avec les composants. On va parler maintenant du bloc d'alimentation. De nouveau, un bloc Acer Predator. Alors, on va aller voir quelle marque se cache derrière. Mais on est sur une ligne full modulaire de 1200 watts. Donc, à mon avis, on a une 50-80, voire une 50-90. Mais surtout, ce que j'ai envie de voir, c'est le rendement, la certification. Parce que là, on n'a aucune info. Il n'y a aucune étiquette, quoi. Hop. Ah, bon, on n'aura pas plus d'infos. Pour le câble management, c'est assez sommaire, mais les câbles sont quand même attachés. On va dire que ça passe. Par contre, là, on n'a pas plus d'infos sur la lime. Non, mais il n'y a pas d'étiquette, je pense. Par contre, ça, ils n'ont pas le droit normalement. Ils sont obligés de mettre toutes les infos sur la ligne et tout. Pour moi, elles sont dessus, faut juste peut-être en dessous ou quoi. Et à l'arrière, au niveau des USB, on n'en a pas parlé. Là, quand même, petit point faible comparé aux autres marques qu'on avait testées. Aïe. On a seulement 5 USB et un type C. C'est pas énorme quand on voit la gamme du PC. On est quand même sur un PC ultra haut de gamme et on a assez peu de connectiques et d'USB. On va être limité, même s'il y avait ceux au-dessus, mais voilà. Ça aurait pu être un peu mieux quand même. Ça manque de connectique, quand même. Tout allait tellement bien dans ce PC Acer Predator, mais le problème, c'est ça. Tu veux dire le Cyclone X360 qui excelle dans la dissipation de la chaleur, abaissant les températures des composants de puissance de la carte mère jusqu'à 9 degrés et augmentant le flux d'air de 15%. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a lancé au CCT juste là et on peut voir qu'au lieu de baisser les températures de 8 degrés, on a plutôt augmenté de 10 degrés, vu que là, le processeur qu'on a, le Ultraset 265KF, Qui ne chauffe pas. c'est un processeur qui chauffe vraiment pas beaucoup, est à 105 degrés avec ce water cooling. C'est un record. Je pense qu'après 750 vidéos sur la chaîne, on n'a jamais eu 105 degrés sur le CCT.
côté. Alors on vous rassure, c'était vraiment au lancement du burn. Après ça s'est stabilisé comme on peut voir à 92 degrés, mais ça reste énorme. C'est un processeur qui consomme rien, qui a une efficience vraiment intéressante. Et là on est quand même à 92 degrés sur 200 watts, c'est énorme. Surtout quand ils disent qu'ils ont revu le système de ventilation pour retirer des parties, pour améliorer le flux d'air de 15%, c'est que du marketing, c'est absolument n'importe quoi. Même un water cooling beaucoup plus entrée de gamme et beaucoup moins cher ferait bien mieux. D'ailleurs, vous vous doutez bien que si le PC est allumé et que je l'ai entre les mains, eh bien c'est qu'on l'a remplacé par un autre water cooling. On a mis le meilleur water cooling du moment, le Arctic Freezer 3 Pro. Alors c'est pas sponsorisé ou quoi, pas du tout. C'est juste qu'il est pas cher, moins de 100 €. Et c'est la honte parce que là on a mis un water cooling à moins de 100 € dans le PC et on a 12 degrés de différence. Déjà le start il commence à 90 degrés et ça se stabilise comme on peut voir à 80, 82 degrés. 10 degrés de différence en burn, c'est énorme. Surtout pour un water cooling qui est moins cher que celui qui était normalement installé dans le PC et qu'en plus sur le site ils disent que c'est soi-disant meilleur, revu, prévu pour être plus performant, etc. Il n'en est rien, les températures sont dégueulasses. Mais maintenant on va voir si ça impacte les performances. On vous a fait des tests avec le water cooling Acer et le water cooling Arctic. Voilà. Alors on commence sur 3D Mark, 27 362 scores. On voit tout de suite qu'on n'est pas sur un PC d'entrée de gamme, on est vraiment sur l'ultra haut de gamme, sur de la performance. Oui. On peut jouer sans aucun stress en 4K. Exactement, mais attendez de voir le prix. C'est sûr qu'on est sur un PC très haut de gamme ici. Par contre, on voit déjà qu'il y a un problème parce que l'average, donc le score moyen de tous les PC avec la même configuration, est normalement aux alentours de 29 330. Et là, on est qu'à 27 000. C'est quand même 2000 points de différence, presque 10%, un peu moins. Énorme. C'est beaucoup. On peut d'ailleurs voir que notre carte graphique ici, c'est la RTX 5080, qui est quand même l'ultra haut de gamme chez Nvidia. On a encore la 5090 au-dessus, oui, bon, mais qui est complètement overkill. Donc voilà, on est quand même sur une très très bonne carte graphique qui fera tourner absolument tous les jeux sans aucun problème. Et le processeur, on est sur le Ultra 7 265KF. Donc franchement, un bon combo processeur carte graphique. On commence les benchmarks de ce PC avec le test sur Cyberpunk. Alors en soi, tester les composants, c'est pas super intéressant parce qu'on a un U7 et une 5080. Normalement, on aura les performances d'un U7 et d'une 5080. Mais comme on a vu, on peut être bridé à cause des températures par exemple ou bien de la qualité de la carte mère. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tous nos tests en 4K vu le prix et les performances de la configuration. Et donc sur Cyberpunk en 4K élevé avec le DLSS activé, on avait 186 FPS avec ce water cooling là de chez Acer Predator et avec le water cooling Arctic qu'on a mis à l'intérieur, on avait 191 FPS, donc 5 FPS en plus. Ça fait quand même une différence de 3 à 4% de FPS en plus, juste parce qu'ils ont mis un mauvais water cooling. En fait, on va monter plus haut dans les fréquences avec l'IO Arctic, mais on peut gagner comme ça quelques FPS, surtout si on est à 100% sur le jeu. Il faut vraiment que le processeur soit vraiment à son maximum. En soi, là, on est en 4K et l'utilisation est principalement sur la carte graphique. En plus, on aurait pu tester en 1080p pour voir vraiment la différence, mais rien que là, on sent une différence. Et même sur CS2, qui est un jeu compétitif, alors à l'époque, c'était surtout de la charge CPU, maintenant c'est un peu entre les deux, mais en tout cas, on passe de 244 FPS à 255 FPS. On voit aussi que le 1% low est plus élevé, donc on voit que notre processeur arrive comme ça à gagner 3 à 4% de performance, ce qui est quand même pas mal. C'est ça, presque 5%, ça fait quand même une grosse différence parce que oui, il y a une différence de température en ECCT qui est un stress test où là vraiment, on va dans des températures et des demandes hyper élevées, mais même en jeu, on sent une différence et c'est quand même dommage quand vous allez apprendre le prix du PC de voir qu'il est bridé. On a fait un test sur Assassin's Creed, le tout dernier, le Shadow, justement avec leur magnifique water cooling Cyclone X360. Alors là, c'est assez drôle parce qu'on ressent vraiment la chute d'FPS. On a un FPS minimum à 28. Alors certes, c'est en 4K, en ultra, etc. Et on n'a que 56 FPS de moyenne, mais le fait d'avoir une chute d'FPS comme ça aussi énorme, bah, ça provoque un lag. En fait, c'est pas du tout agréable. Aujourd'hui, tu dépenses, on vous donnera le prix après, un montant énorme pour avoir une chute d'FPS sur Assassin's Creed. Ça sert pas à grand chose de tester beaucoup de jeux en plus. On a compris que les performances étaient fidèles à une 5080 et un U7. Simplement, on est bridé de quelques pourcents. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller tester le SSD NVMe sur lequel il n'y avait pas de dissipateur comme on vous l'a dit. Donc ici, on est bien sur un SSD de 2 Tera en Gen 4. Et au niveau des débits, on a 6300 mégabits par seconde en lecture et en écriture, on est à 3000. Alors on a été vérifié, c'est bien les débits qui sont annoncés par SKNX sur leur site. Donc clairement, ici on s'est trompé. Le SSD est pas du tout bridé. Il n'y a pas de dissipateur, mais sur un Gen 4 comme ça, qui a pas des débits énormes non plus, et le fait qu'on a quand même un bon flux d'air dans le boîtier en général, avec les 3 ventilateurs à l'avant, eh bien ça a l'air de compenser. Donc là, comme quoi, un dissipateur, c'est pas forcément obligatoire et vraiment utile tout le temps. Un gros point positif de ce PC Acer Predator, c'est le chipset Z890. J'ai applaudi, j'étais super content. Mais en réalité, quand on regarde la carte mère, le code et la puce est bien une Z890, mais par contre, elle n'a rien d'une Z890. Si on regarde au niveau de la broche d'alimentation CPU, on est sur 2 fois 4 pins, en sachant que 1 fois 4 pins délivre 130 watts. Donc là, au maximum, on pourrait délivrer 260 watts, soit la puissance max de notre Ultra 7. Donc on pourrait en fait à peine overclocker le processeur. Et attendez, si vous passez sur un Ultra 9, là vous êtes complètement cuit, quoi. Tout à fait. Et même au niveau du nombre d'étages d'alimentation qu'on a sur la carte mère, on en a que 12. C'est vraiment très peu pour une carte mère de cette gamme-là et qui est censée supporter des processeurs comme des Ultra 7 ou des Ultra 9. Au niveau des connectiques, des USB, etc., c'est quand même assez léger. Donc oui, ok, elle a le chipset et elle a un format standard, mais on peut vraiment
pas dire que c'est une carte mère haut de gamme, c'est même la plus entrée de gamme des Z890 que j'ai jamais vu. 10 degrés de trop sur un water cooling, c'est pas très grave, surtout si le PC est à un excellent prix. Et là ici, on a acheté ce PC gamer à 4200 € qui sont littéralement envolés pour ce PC Acer Predator. 4200 €, je vous rassure, c'est le prix qu'on a payé sur Coldblue, un site hollandais qui livre en Belgique, parce que c'était le seul moyen de pouvoir l'avoir. Le site d'Acer Predator est down depuis quasiment 3 jours, mais on peut le retrouver un peu moins cher. Ici par exemple, on est sur le store d'Acer, c'est un autre site que le site d'Acer Predator, et pour 4200 €, on a la même version, mais avec un U9, donc ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Si on veut avoir le prix avec le U7 du coup directement chez Acer, la différence entre le U7 et le U9 c'est plus ou moins, et on est gentil, 300 € à tout casser, donc on descendrait à 3900 €, et c'est sur ce prix-là qu'on va se baser pour nos calculs. Et vous nous connaissez, on met un point d'honneur sur le prix et on a refait l'intégralité de la configuration sur Amazon. Bien sûr. Et regardez-moi ça, vous êtes prêts? Attention, j'active, j'appuie. 2460 € si aujourd'hui vous montez ce PC gamer avec exactement les mêmes composants, voire meilleurs. On a une différence de plus de 1500 €, c'est juste inacceptable. C'est incroyable de se dire que le PC partait si bien, avec des bonnes idées, des chouettes améliorations. Honnêtement, il y avait peu de défauts à relever sur le matériel, mais nous mettre la carte graphique à la verticale et une carte mère plus ou moins normale pour 1500 € de plus que si on achetait les composants séparément sur Amazon, c'est inacceptable. 500 € à la limite pour le châssis, le service, le montage. Allez, à la limite, on leur laisserait ça, mais 1500 € de plus, surtout qu'on a été gentil sur les composants, comme avec la carte mère par exemple, on a mis une vraie carte mère Gigabyte. On a des prix des composants qui étaient au moins aussi bien, et on a 1500 € d'écart. J'arrive pas à m'en remettre. Moi non plus, hein. C'est pire qu'Alienware, c'est pire que Lenovo, mais où on va en fait? Les PC sont de mieux en mieux, on sent qu'il y a des améliorations, mais au niveau du prix, ils se gavent de plus en plus. Et ça c'est honteux parce qu'en fait le business model justement de ces marques là qui font de l'OEM, c'est qu'ils mettent leurs PC partout, à la Fnac, chez Darty, au Carrefour, etc. Ils les mettent partout, vous pouvez toujours les trouver partout. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils les vendent super cher, ils donnent un maximum de commissions à Carrefour, etc. Et en fin d'année, ils leur versent des budgets marketing énormes. À l'époque on avait parlé avec des gens de chez HP qui nous disaient qu'une bannière par exemple sur Cdiscount, c'était 400 000 € de budget marketing. En fait c'est une sorte de mafia où la Fnac, Darty, etc. sont payés par Acer, des sommes astronomiques en fin d'année pour du budget marketing. Et en échange, ils font quoi? Ils rajoutent des logos Intel ou Nvidia et ils récupèrent du budget. Et en gros, avec tout ça, le consommateur final, il s'en prend plein derrière. Et Acer, ils en ont strictement rien à faire. Clairement.